Bonsoir, bienvenue pour cette première de l'œil Diplo, une émission présentée en partenariat avec le monde diplomatique. Chaque mois, nous vous présenterons les 3 articles les plus importants du monde diplomatique avec un correspondant ou un journaliste des amis du monde diplomatique. Alors ce mois-ci, nous parlerons du plan d'ajustement qui a été imposé à la Grèce par l'Union européenne. Nous parlerons aussi de Xi Jinping en nous posant la question, est-il le président le plus puissant depuis Mao? Et enfin, nous verrons qu'en Côte d'Ivoire, malgré la croissance économique, il manque de cohésion sociale. Alors, notre invité est Dany Bruet. Bonsoir Dany Bruet. Bonsoir. Merci d'être avec nous. La Grèce, les leçons du plan d'ajustement imposé par l'Union européenne. Il faut rappeler que Alexis Tsipras a eu la majorité, il peut gouverner, mais l'imposition d'un 3e plan d'ajustement l'empêche de faire fonctionner cette zone euro. Cette dérive antidémocratique inquiète jusqu'aux partisans les plus convaincus de l'Union européenne, comme Philippe Lambert, qui écrit dans le monde diplomatique de ce mois-ci un article. Et donc, nous allons nous poser la question, que pouvons-nous retenir de cet article de Philippe Lambert, qui est un eurodéputé, Les Verts, c'est un Belge. Oui. Alors qu'il est partisan de l'approfondissement de la construction de l'Union européenne et du maintien de la Grèce au sein de la zone euro, Philippe Lambert est atterré, pour reprendre ses propres propos, du non-sens économique et de l'injustice sociale que caractérisent déjà les 2 premiers plans d'assistance à la Grèce. Et le 3e plan accélère davantage le mouvement dans la même direction. Philippe Lambert constate que le FMI n'est pas une institution de l'Union européenne. Il n'a donc pas de compte à rendre au Parlement européen ni aux États membres. La Banque centrale européenne, quant à elle, se retranche derrière son indépendance. Au demeurant, elle a constamment prétendu ne jouer qu'un rôle technique au sein de la Troïka. Et quant à la Commission européenne, en principe comptable de ses actes devant le Parlement européen, elle opère ici comme agent de la zone euro, de l'Eurogroupe, donc qui est la réunion des ministres des Finances de la zone euro. Soit une instance sans existence légale. Elle peut donc se mettre à l'abri de cette construction particulière pour refuser un véritable contrôle parlementaire. Fondamentalement, l'opacité du processus et la distance à laquelle sont tenues les instances démocratiques permettent que les choix politiques soient imposés par des fonctionnaires ou par orthodoxie néolibérale, dans laquelle s'inscrivent d'ailleurs une écrasante majorité des fonctionnaires, ou par la volonté de protéger des intérêts particuliers, par exemple ceux des plus riches contribuables grecs ou ceux des forces armées helléniques, bien entendu leurs fournisseurs étant français, allemands ou américains. Alors l'autre dimension du déni démocratique, matérialisée par l'accord du 13 juillet, relève de la volonté d'imposer une hégémonie idéologique, d'humilier un gouvernement élu, et cela de manière d'autant plus brutale qu'il a voulu s'inscrire en dehors du cercle de la pensée unique. Il faut à ce propos lire dans le Diplo du mois d'août 2015 l'interview de Yanis Varoufakis qui titrait « Leur seul objectif était de nous humilier ». Il faut ici rappeler la phrase tristement célèbre de Jean-Claude Juncker, j'ouvre les guillemets, « Il ne peut pas y avoir de choix démocratique contre les traités européens », fermez les guillemets, prononcé en janvier au lendemain de l'élection de Syriza. Lorsqu'une partie des forces politiques s'entendent pour écraser un adversaire politique afin de l'éliminer, la démocratie est en danger. La priorité donnée au respect de l'orthodoxie économique sur celui des règles démocratiques se manifeste également dans l'attitude du Conseil européen qui n'hésite pas à agiter la menace de sanctions à l'égard des États membres qui ne respecteraient pas leur objectif budgétaire, tout en laissant en paix ceux qui, comme la Hongrie, foulent aux pieds les valeurs de l'Union européenne. En bref, dans le Cénacle des chefs d'État et de gouvernement européens,
on ménage Orban et on écrase Tsipras. Alors, dans le monde diplomatique du mois d'octobre, il y a aussi un article très intéressant qui a été écrit par Émilie Frankel sur le président Xi Jinping qui a été élu il y a 2 ans président de la République populaire de Chine, et elle se demande si il n'est pas le plus puissant depuis Mao. Que pouvez-vous nous dire sur cet article? Alors, on a beaucoup parlé du nouveau culte de la personnalité autour de la figure de Xi Jinping. Il apparaît comme le dirigeant le plus autoritaire et le plus puissant depuis Mao. Il cumule les fonctions de secrétaire général du Parti communiste chinois, président de la commission militaire centrale. Il dirige plusieurs organes en charge de la sécurité nationale et de la cybersécurité. La posture d'homme fort de l'actuel président chinois prend davantage sens si on la replace dans le contexte de crise profonde et d'impératif de modernisation qui contraint l'équipe dirigeante. En effet, Xi Jinping s'efforce de se présenter comme le sauveur de la nation chinoise, répondant ainsi à une demande forte formulée par les néoconservateurs. Pour séduire la population, il mobilise les techniques de communication affinées en Europe et aux USA, qui reposent sur la personnalité du pouvoir et le charisme, plus celui du culte de la personnalité à la soviétique. Ainsi se présente-t-il comme un justicier puissant et résolu pour assainir le Parti communiste chinois, au moment où une partie de la population s'insurge devant l'ampleur des inégalités et l'opulence des cadres du parti. Autre article qui a attiré notre attention, cet article sur la Côte d'Ivoire, qui a été écrit par Vladimir Cagnolari, qui est un journaliste de France Inter notamment, et qui est aussi envoyé spécial en Côte d'Ivoire. Alors, aujourd'hui, il y a la croissance économique en Côte d'Ivoire, la situation économique est donc plutôt bonne, les élections vont avoir lieu le 25 octobre 2015, l'ambiance est plutôt apaisée. Pour autant, ce journaliste nous explique que la population n'est encore pas réconciliée après la guerre civile de 2002 et 2007 et les derniers affrontements en 2011 qui ont opposé les partisans de Laurent Gbagbo et d'Alassane Ouattara. Donc la question est donc de savoir est-ce que l'État est marqué par ces blessures? Oui, absolument. Depuis son accession au pouvoir en 2011, le président Alassane Ouattara a promis de remettre le pays sur la route, d'ouvrir les guillemets, l'émergence. Ainsi, il a renoué avec l'encadrement de la production du cacao, garantissant des prix aux planteurs et relançant la filière dont dépendent plusieurs millions d'Ivoiriens. En 2014, la production a atteint un niveau record de 1,7 million de tonnes de cacao, soit 35% de la production mondiale. À lui seul, le secteur du cacao représente 15% du PIB de la Côte d'Ivoire. Donc, candidat à sa propre succession pour le prochain scrutin du 25 octobre, il entend capitaliser sur la flatteuse croissance avec laquelle la Côte d'Ivoire a renoué, mais les frustrations et les fantômes du passé sont toujours présents, car la paix n'est que celle des vainqueurs, de ceux qui, hier humiliés, ont pris le pouvoir et imposent aujourd'hui la crainte à leurs adversaires. Aujourd'hui, comme dans le passé, l'impunité nourrit les rancœurs et hypothèque l'avenir. Malgré ces bons résultats sur le plan économique, l'équilibre social n'est donc pas garanti en Côte d'Ivoire. Très bien, merci Dany Bruet pour cet éclairage et merci pour votre collaboration. Quant à nous, nous nous retrouverons le mois prochain pour une même émission sur le numéro de novembre du Monde diplomatique. Merci à Anonymal TV qui nous a aidés notamment pour la partie technique de cette émission. Merci à vous.